Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et échanger à travers les sujets de société. Alors ce soir, ils sont futurs bacheliers, étudiants ou viennent tout juste d'entrer sur le marché du travail, mais ils ont tous un point commun. Ils ont une vingtaine d'années. Depuis le début de la crise sanitaire, on parle d'une jeunesse sacrifiée. Mais qu'est-ce qu'être jeune en cette période de Covid-19 ? C'est la question que nous allons développer avec nos invités. Fiona Legin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement en service civique et vous vivez à Élancourt. Lucas Andrieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en deuxième année de licence à l'université Versailles-Saint-Quentin et élu de Interassos. Et vous habitez à Vélizy-Villacoublay. Sylvain Mention, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes lycéen en bac professionnel et vous habitez à Trappes. Et Sandrine Boussius, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, vous exercez au centre Thérapsie à Voisins-le-Bretonneux. Alors, les témoignages et les articles se multiplient sur les difficultés que peuvent rencontrer certains jeunes en cette période de crise. À Saint-Germain-en-Laye, la ville a décidé de mettre en place un dispositif d'écoute. Quelques explications de Sylvie Habert-Dupuis, elle est première adjointe à la jeunesse à la ville. La ville de Saint-Germain tenait à être aux côtés de ces jeunes qui, nous l'entendons tous depuis plusieurs semaines, expriment des difficultés rencontrées de toutes sortes. Et il nous semblait important à la ville de Saint-Germain de pouvoir aussi offrir la possibilité à nos jeunes de pouvoir rencontrer en présentiel quelqu'un du corps médical. On pense beaucoup à peut-être, nous, à notre population estudiantine qui peut se sentir un peu perdue dans un espace beaucoup plus grand et qui aurait besoin vraiment de pouvoir échanger et se recadrer. Le docteur Sylvie Anscombe s'est proposé pour assurer une permanence qui se tiendra tous les jeudis de 17h à 20h à l'espace Vera. L'espace Vera est à 5 minutes à pied du RER. Et les jeunes auront donc pris rendez-vous par une adresse qui vient d'être créée, qui est écoute jeune au pluriel, @saintgermainenlaye.fr. Et cette adresse mail sera donc monitorée par notre service jeunesse et sport et pourra donc donner des créneaux généralement d'une demi-heure pour une consultation avec le docteur Anscombe. Sandrine Boussius, je vais commencer avec vous. On voit là une collectivité qui se mobilise sur la question des difficultés rencontrées par les étudiants. Est-ce que c'est aussi nécessaire que les collectivités soient présentes dans ces moments-là ? Oui, il me semble que c'est quand même une écoute particulière que l'on doit apporter à notre jeunesse dans cette période très particulière. Une jeunesse où c'est une période qui connaît quand même des enjeux très spécifiques. C'est difficile pour tout le monde, les plus petits, les adultes. Les jeunes, eux, connaissent des exigences de réussite scolaire. Il y a des choix d'orientation professionnelle, des choix d'orientation de formation, dans une période où la distanciation sociale, l'incapacité de se projeter à court, moyen ou long terme rend cette pression encore plus difficile. Donc il me semble en effet que c'est quelque chose qui doit être porté à la fois par nos élus, mais au fond par tous les citoyens, que ce soit au sein de la cellule familiale, au sein des collectivités, au sein des associations. Et là, je me retourne vers mes collègues ce soir, les associations étudiantes qui doivent aussi jouer un rôle fondamental dans cet accompagnement et dans cette écoute. Alors justement, les jeunes, on en a 3 avec nous ce soir, qui ont 17, 20 et 24 ans. Fiona Legin, je vais commencer avec vous, justement. Est-ce que c'est une période plus difficile qu'avant la Covid-19 ? Forcément, c'est une période plus difficile. Puis c'est un peu et surtout une période de flou extrême. En fait, c'est un peu ce que je retiens de tout ça. C'est moi encore, j'ai de la chance parce que je suis diplômée depuis juin 2020, mais j'ai expérimenté, on va dire, le début, donc avec le premier confinement en tant qu'étudiante. Mais je vois encore mes petites sœurs qui sont étudiantes en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Parce que déjà, quand on est étudiant et qu'il n'y a pas de Covid-19, mais juste qu'on est étudiant,
on se cherche, on a envie d'expérimenter, on a envie même juste de socialiser, c'est en faisant des expériences, en faisant des stages qu'on sait après ce qu'on veut être, ce pourquoi on est fait. Et là, tout est un petit peu bloqué, du coup, on peut plus se projeter. Donc, c'est vraiment assez compliqué, je trouve. Sylvain Mention, vous êtes le plus jeune ce soir. Vous devriez passer votre bac cette année. Est-ce que c'est plus compliqué pour vous ? Moi, je dirais peut-être pas ça. Les épreuves ne changent pas. Après, c'est vrai que avec le Covid, on ne sait pas si les épreuves seront toujours maintenues, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire. Lucas Andrieux, est-ce que vous partagez le sentiment de vos collègues ou de Madame Boussius ? Oui, bien sûr. Je trouve que c'est très compliqué en ce moment d'être jeune et d'avoir 20 ans en 2020. D'un point de vue financier, déjà, on a quand même, je crois, en France, 38% de la population étudiante qui est boursière et 20% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté d'après l'INSEE. Il y a eu énormément de jobs perdus, de pertes d'activités rémunérées. D'un point de vue social, c'est extrêmement dur parce qu'on n'a plus aucune interaction. Et quand on a cours de 8h à 19h tous les jours avec un couvre-feu, en plus, on ne peut plus rien faire. Et donc oui, c'est très compliqué. Et niveau scolaire, une pression en plus qui s'ajoute avec ce confinement, avec un nouveau mode de fonctionnement qui doit être assimilé, notamment pour les premières années, qui sont pour beaucoup en situation de décrochage. Donc oui, c'est extrêmement dur et je partage ce qui a été dit. Sandrine Boussius, est-ce que vous avez vu plus de patients venir consulter ? Et si c'est le cas, quelles sont les demandes, les besoins qui peuvent ressortir de vos consultations ? Oui, en effet, il y a un accroissement à la fois des consultations pour l'apparition de troubles anxieux-dépressifs, troubles du sommeil, troubles des conduites alimentaires, troubles phobiques, voire idées noires, idées suicidaires et passage à l'acte. Donc, moi, il me semble important quand même de rappeler peut-être avec un éclairage particulier, celui d'une psychologue, où on entend parler de distanciation sociale, de distanciation dans la sphère familiale. Et moi, je pense qu'il est fondamental de ne pas se distancier de soi-même, quelles que soient les modalités, mais ne pas jamais renoncer en fait à ce que l'on est. Et quels que soient les chemins que l'on peut emprunter, que ce soit au travers d'activités créatrices, que ce soit parce qu'en fait, il faut quand même réfléchir à la différence entre isolement et solitude. La solitude peut être un moment opportun pour en effet s'interroger et prendre soin de soi. L'isolement est quand même délétère. Et allez-y. Oui, je vous écoute. Non, allez-y, je vous en prie. Et de pouvoir, en effet, être en mesure de s'apercevoir qu'un isolement prolongé, subi, qui semble ne pas avoir de fin, peut avoir des actions et des conséquences sur la santé psychique et la souffrance. Et auquel cas, en effet, il faut rompre cet isolement. Mon jeune collègue a parlé en effet des conditions économiques très difficiles pour les étudiants. Voilà, en libéral aussi, on adapte nos tarifs. On pourra peut-être parler du chèque psy qui va être mis en place. Le gouvernement a fait cette annonce, mais quels que soient c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Fiona Legin, vous êtes actuellement en service civique. Est-ce que vous disiez, vous avez fini vos études au début de la crise de la Covid-19. Est-ce que vous avez changé en cours de route ou vous aviez déjà ce projet de service dans un coin de votre tête ? J'avais déjà un petit peu ce projet, mais je pense que tous les événements qui sont arrivés, ça a accentué mon envie parce que déjà j'avais le projet de prendre le temps avant de rentrer vraiment sur le marché du travail et de faire le métier pour lequel j'ai été formée. Mais là, avec l'idée du Covid qui est là et donc l'idée de stand-by, je me suis dit c'est le moment en fait de ralentir et de faire quelque chose où je me sens utile et en même temps sans trop m'engager dans quelque chose, sachant que c'est une période floue. Donc, m'engager tout de suite dans le métier que je voulais faire, sachant que je savais forcément que ça allait être déformé par les circonstances. Du coup, j'avais pas envie de commencer dans un moment où ça allait forcément, je pense, déformer mes a priori sur ça. En gros, j'ai été formée pour être psychomotricienne. Et
Et du coup, je me suis dit, on commençait en tant que psychomotricienne dans un monde sous Covid. Je me disais, j'avais peur que ça me dégoûte en fait du métier. Ça me faisait un petit peu peur et du coup, j'avais envie de m'engager ailleurs et de continuer à apprendre sur le terrain autrement, par l'intermédiaire du service civique. Sylvain mentionne justement, on rentre aussi peut-être dans cette notion, vous êtes actuellement en stage dans une entreprise saint-quentinoise. Est-ce que c'était votre premier choix? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Voilà, Fiona parle d'un certain flou. Est-ce que trouver ce stage a été difficile? Ouais, ce stage a été vraiment difficile à trouver. J'ai dû demander de l'aide à des personnes, à des gens afin de le trouver. Donc c'est vraiment pas une tâche évidente maintenant de trouver un stage ou un emploi pour un étudiant ou un lycéen. C'est vraiment compliqué. Lucas, Andrieux, vous êtes en deuxième année, vous avez en plus la particularité, vous faites une double licence, mais vous n'avez pas revu les bancs de la fac depuis le deuxième confinement. Qu'est-ce qui est le plus dur? Se motiver, être concentré? Un peu tout mélanger. La motivation à apprendre et à suivre les cours à distance, elle est faible. Elle se ressent auprès de tous les étudiants. Avec Interasso, on a mené une enquête en décembre auprès de 800 étudiants qui a révélé que la majorité, parfois, était en décrochage ou n'arrivait plus à suivre les cours à distance. Et puis, on a dû s'adapter à un format d'enseignement numérique qui est tout nouveau pour nous. Et à la faculté, c'est très compliqué. Tous les cours ne sont pas forcément adaptés à un enseignement à distance. Beaucoup d'étudiants n'ont pas les équipements numériques nécessaires, ont un environnement de travail suffisant pour travailler. Donc, je pense que ce qui était le plus dur, c'est vraiment ce passage au numérique en réalité, en plus évidemment du manque d'interaction sociale qui en découle. Sandrine Boussius, quand on les entend, ils ont quand même un âge assez différent. Il y a cette peur de l'inconnu, du lendemain. Est-ce que vous, en tant que praticienne, vous arrivez à rassurer sur cette notion-là? Ou même vous, finalement, une situation aussi inédite est complexe et il faut faire des recherches et vous réfléchissez sur vous-même? Ça toujours. Arriver à les rassurer, je ne sais pas, parce qu'au fond, ce qui est important, c'est que chacun puisse mobiliser ses propres ressources. On est tous différents en termes de ressources, de vulnérabilité. Bien évidemment, cela introduit vraiment de profondes modifications, de profonds bouleversements dans notre manière de vivre, d'être aux autres, d'être au monde. La numérisation, l'enseignement à distance. Je pense par exemple que là, c'est fondamental de reprendre la maîtrise du temps et de l'espace. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour les salariés, pour les étudiants qui sont à distance, de pouvoir s'organiser, quelle que soit la surface dont on dispose, mais un espace dédié au travail, un espace dédié à la vie personnelle. Le temps également, ne pas laisser échapper les rythmes, veille, sommeil. Là-dessus, on peut reprendre la maîtrise. Le reste, voilà, un certain lâcher prise et de mise, un lâcher prise sur cette réalité extérieure, sur ce que l'on est soi profondément, le choix du métier. Encore une fois, ne jamais y renoncer, c'est ce qui nous porte. Et on n'est pas tous équipés par les mêmes outils, les mêmes ressources. On peut dire aussi que c'est une période qui vient mettre à jour des problématiques plus anciennes qui n'ont peut-être pas été élaborées. Et c'est en cela que ça fait les déflagrations sont difficiles et douloureuses. Est-ce que l'un d'entre vous, Fiona, Lucas ou Sylvain, vous avez eu besoin à un moment soit d'aller consulter un professionnel, soit de vous rapprocher de vos parents, de vos proches, de vos amis? Alors, Lucas Andrieux, peut-être? Oui, évidemment. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on se sent isolé. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit précédemment par rapport au fait de remaîtriser le temps et l'espace. Après le premier confinement, enfin pendant le premier confinement, il y a 40% des étudiants en logement Crous, donc en résidence universitaire, qui sont restés dans leur appartement. Et ce sont souvent des appartements qui font entre 15 et 20 mètres carrés. Et donc en fait, on est dans des situations où on doit manger dans notre espace de travail, dormir dans notre espace de travail. Et donc c'est très compliqué de reprendre ça en main. Et je pense qu'il faut le mentionner parce que les étudiants sont précaires financièrement et d'un point de vue du logement également. Et donc ça rajoute des difficultés à tout ça. Et je pense qu'on a tous
eu le besoin de se rapprocher de sa famille ou de ses amis. C'est parfois impossible, notamment pour les étudiants étrangers de l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui n'ont pas tous pu rentrer chez eux, parce que fermeture des frontières, parce que problèmes financiers. Et donc, ça n'a fait qu'aggraver la situation mentale des étudiants, je pense. Justement, l'impact financier, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, propose un prêt de 10 000 € pour les jeunes de 18 à 25 ans, sans condition et à taux zéro. C'est une proposition jugée intéressante par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes tous les trois concernés par cette tranche d'âge ? Est-ce que c'est une bonne idée, ce prêt peut-être Sylvain Mention, c'est vous qui allez rentrer dans les études supérieures ? Ce prêt, oui, effectivement, il peut être intéressant, notamment pour les jeunes qui vont rentrer dans les études supérieures. Ça peut déjà donner un avantage. Après, à voir ce que ça peut réellement donner, ce qu'on peut faire réellement avec, quoi. Sandrine Boussious, est-ce que c'est pas aussi peut-être mettre un poids supplémentaire sur les épaules d'un jeune, parce que le prêt serait remboursable sur 30 ans uniquement si on atteint un certain niveau de salaire, commencer peut-être à 18 ans avec un prêt de 10 000 €? Est-ce que ce ne serait pas trop lourd ? Qu'en pensez-vous quand il est déjà difficile de se projeter à 15 jours, l'idée de se projeter à 30 ans? Voilà, vous voyez, ce sont, comment on peut dire, ces messages paradoxaux qui rendent quand même la situation très, très, très difficile à vivre. Après, voilà, contracter un prêt, voilà, c'est une affaire personnelle, mais là, le message qui est envoyé, vous rembourserez dans 30 ans, alors que on ne sait pas, voilà, ce qui va se passer d'ici 10-15 jours. Vous voyez, cette incohérence-là ne permet pas à l'individu, si vous voulez, de se situer sereinement ou en cohérence. Alors, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'aspect financier, de l'aspect étudiant ou professionnel. Il y a aussi un aspect très fort dans la jeunesse. Quand on a 20 ans, c'est les loisirs, c'est s'évader. Fiona, vous faites de la danse, ou vous faisiez, vous allez nous le dire, dans une école à Montigny-le-Bretonneux. Alors, cette école dispense des cours en visio depuis le mois de novembre. Pour le premier confinement, elle a fait des rattrapages après le confinement, justement. Est-ce que vous, personnellement, vous avez pu reprendre, ou alors comment vivez-vous cette situation ? Alors, pour l'instant, j'ai pas pu reprendre en présentiel. Donc j'ai pu reprendre en Zoom. C'est vraiment très particulier. Je sais pas trop comment expliquer parce qu'en fait, la danse, le principe, le plaisir de danser ou même le plaisir de faire une activité physique, en général, c'est lié au fait qu'on retrouve un groupe, qu'on est tous ensemble. Et même si danser en soi, donc par exemple, pour ma part, danser, j'adore ça. Voilà, ça crée des endorphines, c'est très agréable. Mais il manque forcément la présence des autres, l'ambiance, la motivation des professeurs, aussi le fait que là on est chez nous, donc les professeurs ne sont pas là, ils sont quand même censés être là pour superviser un peu si on fait mal les choses, pour pas qu'on se blesse, enfin, des choses comme ça. Au niveau de l'espace, c'est très compliqué à gérer. Encore, moi j'ai la chance d'être chez mes parents, du coup je peux gérer mon espace, je suis dans une maison, mais pour les personnes qui sont dans des tout petits espaces, tout petits appartements, c'est vraiment compliqué. Et en même temps, du coup, si on peut pas, parce qu'on est dans des tout petits espaces, du coup, on est exclu parce qu'on peut pas participer. Enfin, c'est assez particulier comme situation, mais on est tous, on s'accroche parce qu'on a tous très envie de reprendre. Donc voilà, mais ça s'essouffle parce que ça fait déjà quelques temps que le Zoom a repris. Et là, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent se connecter, qui se connectent parce qu'en fait, il n'y a plus de plaisir. Et là. Est-ce que justement, vous parliez de vos professeurs, est-ce que vous échangez avec les professeurs de l'école, mais aussi les autres pratiquants ? J'imagine qu'il y a un manque, une frustration et peut-être la peur de la blessure. Parce que la danse, c'est le corps qui travaille, on peut danser sur du carrelage dans un espace très restreint, ce que vous disiez. Vous ressentez ça avec les autres personnes de votre groupe ? Oui, carrément. On en parle entre nous et même avec les professeurs. On prend un temps souvent à la fin du cours, quand on peut et qu'il n'y a pas d'autres cours qui enchaînent, on prend un temps pour discuter. Et oui, bien sûr, je ressens carrément cette peur. Alors peut-être il y en a qui n'en parlent pas, mais je sais qu'elle est toujours présente, cette peur de se blesser, même quand on est en présentiel, et que c'est rassurant d'avoir les professeurs avec nous, justement, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Lucas Andrieux, j'imagine que vos loisirs aussi sont fortement impactés. Comment vous vous évadez ? Malheureusement, ça reste bien souvent derrière un écran parce que tout est fermé. Quand on veut aller se mettre dans un parc, ils sont bien souvent fermés.
On a un couvre-feu qui nous empêche de faire un peu ce qu'on veut, même ne serait-ce que d'aller courir parfois une demi-heure, 1 heure. On n'a pas toujours le temps. Quand on doit faire nos courses la journée parce qu'on peut plus les faire le soir. Donc c'est bien souvent derrière des films, des séries, des livres. Mais c'est vraiment en plein air et c'est dommage. Et Sylvain Mention, même question pour vous. Qu'est-ce qui vous manque le plus de pouvoir vous évader, de pouvoir voir vos proches? Comment vous faites justement pour oublier un peu cette période? Je vais rejoindre ce qu'a dit Lucas. Effectivement, c'est en restant derrière les écrans, en jouant, en regardant malheureusement des séries. C'est vrai que maintenant on est limité au niveau des sorties. On peut plus vraiment aller dans des parcs, dans des lieux publics, quoi. Et c'est dommage. Maintenant, on est vraiment limité, on est restreint. C'est dommage. Sandrine Boussius, justement, comment s'évader quand on a 20 ans? C'est le moment de la fête, c'est le moment des amis, des sorties. Est-ce qu'on peut trouver actuellement quelque chose pour pallier cette situation? Je vous parlais tout à l'heure de l'accroissement des troubles anxieux. En fait, c'est un cercle vicieux. En fait, la peur conduit à éviter d'être exposé. Les privations de liberté individuelle collective induisent également cette exposition. Bref, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit. La peur de la blessure, parce qu'on est seul, la peur de la contravention, la peur, bref. S'évader va consister à s'auto-centrer en fait. On va pas s'évader de la même manière, mais on va s'évader avec soi et en soi. Alors oui, les centres d'intérêt, bien évidemment, l'activité physique, quand on la pratique, en plus avec plaisir, j'imagine de manière intense, bien évidemment, le manque est là et c'est difficile de lui trouver un substitut. Ce sont des palliatifs. Est-ce que justement l'un de vous trois a trouvé une autre activité pendant cette période? C'est peut-être lancé dans une lecture très intensive, les cours de cuisine. On sait qu'on a manqué de farine dans les commerces. Est-ce que Fiona, Lucas ou Sylvain, vous avez eu une autre activité depuis ce début de crise? Alors Fiona, peut-être? Oui, bien sûr. J'ai découvert des choses que je m'autorisais pas à faire avant parce que je trouvais pas le temps ou parce que j'y pensais pas. Mais par exemple, effectivement, la cuisine, je m'y suis mise et j'apprends doucement et c'est super. J'ai quand même essayé de toucher à des choses que je touche pas habituellement dans mon quotidien et donc oui, il y a forcément ces points-là qui sont positifs. Et c'est vrai que chercher en soi les ressources aussi, ça peut être à la fois ça peut faire peur parce que souvent on a peur d'aller en soi et d'aller chercher. Mais après, quand on réfléchit bien, on trouve des pépites et surtout on découvre qu'on est capable de faire des choses auxquelles on pensait pas qu'on était capable de les faire. Donc c'est intéressant. Après, il faut avoir les moyens à disposition pour pouvoir le faire. Mais bien sûr qu'il y a d'autres choses, à chercher et à découvrir, même dans des petits espaces, c'est possible, même si c'est restreint. Sylvain Mention ou Lucas Andrieux, est-ce que vous vous êtes aussi découvert peut-être un autre talent, une autre passion que celle que vous aviez avant toute cette crise? J'avoue que je rejoins Fiona sur la cuisine. Je me suis découvert quelques talents de cuisinier. Mais ça reste, moi je reste quand même très limité par le temps et par le travail que nous demande la fac. Qui pour moi est en augmentation et donc du coup ça nous laisse aussi un peu moins de temps, de mon côté en tout cas, pour découvrir ou tenter d'autres choses. Sylvie Boussius, je vais vous donner le mot de la fin sur cette émission. La situation continue à durer, s'éternise un petit peu. Est-ce que vous avez aussi dans votre profession une crainte de cette jeunesse sacrifiée ou le mot est trop fort? J'ai plutôt un naturel optimiste et je crois vraiment à la ressource de chacun à faire face. Je crois que c'est Fiona qui l'a évoqué. L'altruisme, le fait de se sentir utile et peut-être une voie d'accès vers un meilleur. Et puis nos jeunes semblent quand même être inventifs et combatifs.
On va conclure sur ces mots, être combatif, garder espoir aussi. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour ceux qui ressentiraient une souffrance en cette période, des plateformes proposent bien sûr des solutions. Avec le soutien de la région Île-de-France, la Fondation Fondamentale permet notamment d'évaluer son état psychologique et de bénéficier de consultations. 3 consultations sont prises en charge par la région. Nous parlions en tout début d'émission aussi, la ville de Saint-Germain-en-Laye propose un dispositif à partir du 28 janvier et l'État a annoncé la possibilité d'un chèque psy. N'oubliez pas aussi que de nombreuses associations mettent en place des lignes d'écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à vous rendre sur leurs différents sites internet. Ce 7-8 Société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ou notre application mobile. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.